décarboner pour contenir le réchauffement climatique? L'équation semble simple et la réponse paraît toute trouvée, électrifier. Mais peut-on tout électrifier? Un avion long courrier, un cargo, une fusée, un four industriel? Aujourd'hui, très clairement, c'est impossible. La question n'est peut-être pas de bannir la combustion, mais de la transformer, une histoire vieille comme l'humanité, dompter le feu à nouveau, à coup cette fois-ci de supercalculateurs et de lasers pour maîtriser hydrogène, e-carburant et nouveaux procédés mixtes. C'est le sujet dont va nous parler Benoît Fiorina, professeur des universités, directeur de l'école doctorale SMEMAG de l'université Paris-Saclay, et le tout sous applaudissements nourris et chaleureux comme la combustion. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous définir la combustion. Alors la combustion, c'est la rencontre entre un combustible, souvent des hydrocarbures, du gaz naturel, du pétrole, du charbon, voire de la biomasse, qui vont se mélanger avec un comburant, souvent le dioxygène de l'air, et qui vont, sous certaines conditions, pouvoir réagir et produire de la chaleur, utile pour chauffer ou pour produire une énergie mécanique. Cette combustion, elle va produire des espèces chimiques, notamment de l'eau, du CO2, qui est problématique pour son effet sur le climat, et aussi d'autres espèces polluantes qui sont embêtantes car toxiques. Alors, si on regarde l'état de la consommation mondiale d'énergie primaire, eh bien, les ressources les plus importantes sont le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Et si on rajoute la biomasse, l'ensemble de ces ressources sont converties par le phénomène de combustion. Donc si on fait le total, on arrive aujourd'hui à 84% de la consommation mondiale d'énergie primaire. Alors pourquoi brûle-t-on tellement? Pourquoi la combustion est-elle si populaire? Premièrement, parce que les hydrocarbures ont une très forte densité énergétique. En effet, l'énergie contenue dans 1 kg de kérosène, c'est équivalent à 50 kg de batterie. Maintenant, si on considère le fait que les rendements des moteurs thermiques sont 2-3 fois inférieurs à ceux des moteurs électriques, on arrive à un rapport de 1 kg sur 19 kg de batterie. Alors prenons un exemple concret, l'Airbus A321. La masse maximale de l'Airbus, c'est 85 tonnes. Parmi ces 85 tonnes, 22 tonnes sont dédiées au kérosène. Donc si je fais une règle de 3, je remplace ces 22 tonnes par des batteries, j'arrive à 400 tonnes. Okay, donc l'avion, avec sa structure actuelle, ne peut pas voler. Deuxième raison, la combustion est un phénomène très rapide qui dégage beaucoup de chaleur. Si je prends un autre exemple, la fusée Ariane, qui fait 60 mètres de haut, l'organe propulsif principal, c'est le moteur Vulcain 2, qui fait, lui, 3 mètres de haut. Dans ce moteur de 3 mètres de haut, la combustion, elle a lieu dans une chambre qui fait à peu près 1 mètre de haut, c'est un cylindre. Et dans ce petit volume, eh bien, vous avez 1,5 gigawatts qui est dégagé. C'est l'équivalent de l'EPR de Flamanville, la centrale nucléaire la plus performante aujourd'hui en France. Donc il y a une très forte puissance dégagée dans un tout petit volume. Troisième raison, qui est peut-être moins connue, les températures atteintes dans les femmes sont très élevées. On peut atteindre 2000 degrés Celsius, et c'est un procédé qui est particulièrement intéressant pour certaines industries, notamment comme la verrerie, la sidérurgie ou la métallurgie, qui ont besoin de ces hautes températures. Et puis, surtout, c'est nécessaire pour une bonne pizza ou une bonne crêpe. Donc la combustion est nécessaire. Le bémol, l'envers du décor, c'est bien entendu les émissions de CO2. Aujourd'hui, la combustion des hydrocarbures est responsable de 75% des émissions anthropiques de CO2. Alors, il faut la décarboner, cette combustion. Comment la décarboner? Pour ça, il faut déjà voir d'où vient le carbone. Le carbone vient de la structure même des molécules d'hydrocarbures. Donc vous le voyez, les petites boules noires, entourées de molécules d'hydrogène. Ces molécules d'hydrocarbures, lorsqu'elles vont réagir avec du dioxygène, vont produire du CO2 et de l'eau. Donc le carbone, on le retrouve dans le CO2. Première solution pour décarboner la combustion consiste à capter et à stocker ce dioxyde de carbone. Alors, c'est une solution qui est envisageable seulement pour des unités terrestres. On peut difficilement embarquer ce système de capture de CO2. Deuxième solution pour décarboner la combustion consiste à brûler des combustibles sans atomes de carbone. Au cœur des combustibles sans atomes de carbone, on va retrouver l'hydrogène. L'hydrogène, lorsqu'il brûle, va donner de l'eau, pas de carbone. Seulement aujourd'hui, la façon dont on produit l'hydrogène, c'est par craquage d'hydrocarbures. Lors de cette
cette étape de craquage d'hydrocarbures, eh bien, on fabrique du CO2, on produit du CO2, donc pour être vertueux, il faut le capter. Deuxième solution, produire l'hydrogène à partir d'eau, via l'électrolyse de l'eau. Si on utilise des énergies renouvelables, eh bien, on peut produire de l'hydrogène sans émettre de CO2. OK. Et là, on va le brûler, on va fournir de l'eau. Quels sont les enjeux? Un des enjeux importants est l'hydrogène. Dans les conditions standards de température et de pression, 1 bar, 25 degrés, eh bien, ça prend beaucoup de place. Et le faire rentrer dans un avion n'est pas une chose aisée. Alors, on est obligé de le transformer pour le stocker, soit de le stocker à très haute pression, autour de 300-700 bars, soit à très basse température. L'hydrogène se liquéfie à moins 253 degrés Celsius, qui est extrêmement froid. Et puis, stocker l'hydrogène, ça peut induire des problèmes de sécurité. En effet, c'est un gaz qui brûle très facilement et il y a des accidents célèbres qui ont lieu suite à des déflagrations d'hydrogène, notamment l'accident du Zeppelin Hindenburg dans les années 30. Alors, une alternative consiste à transformer l'hydrogène avant de le stocker, notamment en ammoniac, en le combinant avec des molécules d'azote que l'on trouve facilement dans l'air. L'ammoniac, lui, possède l'intérêt de se prendre moins de volume à des pressions qui sont moins élevées, 10 bars, que l'hydrogène, et puis il se liquéfie aussi à une température basse, mais pas trop basse, à moins 35 degrés Celsius, donc c'est plus facile à mettre en œuvre. Et puis quand l'ammoniac brûle, il produit de l'eau et de l'azote. Enfin, troisième voie pour décarboner la combustion, brûler des combustibles dont le cycle de vie est neutre en carbone. Alors, on peut en effet fabriquer à partir de la biomasse, par des procédés qui sont aujourd'hui bien maîtrisés, des hydrocarbures de synthèse qui, lorsqu'ils vont brûler, vont dégager du CO2 et de l'eau. Ce CO2 va finir dans l'atmosphère, mais va être utilisé par la biomasse lorsque celle-ci va se régénérer. Une alternative consiste à extraire le CO2 de l'atmosphère, à le combiner avec de l'hydrogène et par d'autres procédés qui sont aussi maîtrisés depuis longtemps, resynthétiser des hydrocarbures de synthèse. Alors, si on va prendre un secteur industriel qui utilise beaucoup la combustion, l'aéronautique, la feuille de route de la propulsion aéronautique pour être décarbonée, c'est la suivante. Vous avez plutôt dans un court terme, moyen terme, l'utilisation de combustibles durables d'aviation qui est prévue. Donc, c'est des combustibles de synthèse dédiés à l'aviation. On parle aussi de Sustainable Aviation Fuel. Je réutiliserai l'acronyme SAF plus tard. Et l'intérêt de ces combustibles est qu'ils ont une composition, des propriétés très proches de celles du kérosène. Donc, on peut les utiliser dans des moteurs existants avec peu de modifications. L'alternative, pour du plus long terme, consiste à mettre l'hydrogène dans un avion, à l'embarquer. Pour cela, c'est envisagé de l'embarquer dans des conditions cryogéniques, de le refroidir, et après de l'utiliser soit pour alimenter une pile à combustible qui peut produire de l'électricité, ou alors de le brûler. Mais ça nécessite, et je vais vous en parler un peu, de définir une nouvelle chambre de combustion. Alors, quels sont les enjeux technologiques de cette décarbonation? Eh bien, il y a 3 grands enjeux. Premier enjeu, il s'agit d'assurer ce que l'on appelle l'opérabilité de la chambre de combustion. C'est-à-dire s'assurer que la flamme va s'allumer dans votre chambre de combustion, qu'elle ne va pas s'éteindre et qu'on va avoir une forme qui va être plutôt stable. Deuxième problématique, il s'agit d'enjeux de sécurité. On a parlé des problématiques du stockage, mais il y a aussi un autre phénomène qui arrive et qui est très très embêtant, c'est les instabilités de combustion. Et ça, je vais vous en parler un peu plus après. Enfin, même si un combustible est décarboné, il ne produira pas de CO2, mais sous certaines conditions, il peut produire des polluants, notamment le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote ou les suies qui sont dangereuses pour le climat et pour la santé. Alors, pour vous illustrer les enjeux d'opérabilité, je vais vous montrer un petit film qui a été réalisé en Norvège par l'université NTNU. Vous voyez l'image d'une flamme alimentée par du méthane, qui est le constituant majeur du gaz naturel et de l'air. Je vais lancer la vidéo, et au fur et à mesure de la vidéo, le méthane va être substitué par de l'hydrogène. Vous allez voir l'effet sur la forme de la flamme. Donc on voit que la flamme remonte sur les côtés, change sa forme et se rapproche du bas de la chambre, là où il est injecté, là où l'hydrogène est injecté. Et si vous regardez bien, vous voyez même que le centre de la flamme, on voit une pièce métallique qui rougeoie. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, pour comprendre ça, on va regarder une autre expérience qui a été réalisée cette fois à Aix-la-Chapelle. C'est des expériences qui sont réalisées dans des bombes sphériques
qu'on remplit d'un mélange de méthane et d'air à gauche, d'hydrogène et d'air à droite. Il y a une petite électrode qui est placée, c'est la tige noire que vous voyez, qui va allumer le mélange au milieu. Alors si on fait ça avec du méthane, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une flamme qui se propage à une vitesse de 50 cm par seconde et qui a plutôt une forme bien sphérique. Okay. Maintenant, je vais vous montrer la même expérience faite avec de l'hydrogène. Voilà, donc l'hydrogène, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Ça va à peu près à 3,5 mètres par seconde. On a un facteur 10. En plus, si vous regardez, la surface de la flamme est lisse pour le méthane, mais boursouflée pour l'hydrogène. Il y a un plissement naturel qui est lié à une spécificité de la combustion d'hydrogène. Donc l'hydrogène brûle beaucoup plus rapidement que le méthane, et en termes de technologie de brûleur, ça crée ce phénomène, un phénomène de retour de flamme, qui va se retrouver sur l'injecteur, et l'injecteur va rougeoyer. Okay, donc on est obligé de revoir le design des chambres de combustion lorsqu'on passe à l'hydrogène. Les flammes se propagent, mais elles ne font pas que se propager, elles aiment bien aussi jouer de la musique. Elles sont musiciennes. Donc là, je vous montre une expérience qui a été réalisée par Daniel Durox, du laboratoire EM2C, où vous allez voir ce qui se passe quand on introduit un chalumeau, donc là que vous voyez en bas, dans un tube. Okay, donc vous entendez une note de musique, et la fréquence de la note change en fonction de la longueur du tube dans lequel on injecte la flamme. Alors ce phénomène s'appelle des instabilités thermoacoustiques ou instabilité de combustion. Il y a en fait une interaction, un couplage entre le dégagement de chaleur de la flamme et l'acoustique de la chambre qui rentrent en résonance et qui font ce son, ces perturbations acoustiques qu'on entend. Alors ces perturbations acoustiques, ces instabilités, elles peuvent arriver dans la vie de tous les jours, dans une chaudière domestique, par exemple. Vous voyez des expériences qui ont été réalisées, on voit la flamme qui bouge. Il s'agit d'instabilité de combustion dans une chaudière domestique. Et si vous regardez même de manière plus approfondie, vous verrez que le bâti de la chaudière bouge. Et puis, ça arrive aussi, ce qui est encore plus embêtant, ça peut arriver dans un moteur de fusée. Donc, c'est des accidents qui ont été célèbres lors du développement la mise au point du moteur F1 qui a équipé la fusée Saturne du programme Apollo. Il y a eu des instabilités thermoacoustiques qui ont engendré la destruction du moteur, ce que vous pouvez voir sur cette vidéo également. Donc, on veut empêcher ces instabilités de thermoacoustique. Pour cela, il faut les étudier. Là, ici, je vous montre l'image d'un turboréacteur. La chambre de combustion dans ce turboréacteur a une forme torique. Vous imaginez un pneu, c'est la forme de la chambre d'une combustion. Au laboratoire EM2C, qui est à 50 mètres d'ici, on a réalisé une expérience qui recherche à rapprocher, à être fidèle, à remodéliser la forme de la géométrie de cette chambre de combustion, avec une spécificité, c'est que les parois sont transparentes. Donc la géométrie est un peu simplifiée, les parois sont transparentes, mais cette forme simplifiée, annulaire, permet de rendre compte des instabilités thermoacoustiques qui ont lieu dans un vrai avion. Alors, quand vous voyez des instabilités acoustiques et qu'on les visualise, on observe ça. Donc les flammes rentrent en mouvement et ça peut engendrer des extinctions partielles, voire totales, de la chambre de combustion. Alors bien évidemment, on n'a pas trop envie d'avoir ça dans le moteur de l'avion qu'on prend. Mais c'est des sujets sur lesquels, on va dire, on travaille depuis longtemps en ce qui concerne le kérosène. Qu'est-ce qui se passe quand maintenant on change de combustible? On prend un combustible décarboné, notamment un combustible durable d'aviation. Eh bien, les choses se compliquent encore plus. Pourquoi? Parce que les voies de production des combustibles durables d'aviation sont très variées. On peut produire des SAF par de la biomasse ou par du recyclage d'huile végétale. Il y a 7 voies qui sont certifiées aujourd'hui, qui aboutissent à des compositions qui sont différentes. Et si on réalise des expériences avec 2 SAF qui ont des compositions un peu différentes, voici ce qu'on observe. Des flammes, des dynamiques de flammes qui vont être différentes en fonction du combustible qu'on va utiliser. Si vous regardez les images, elles sont différentes, pourtant elles sont synchronisées au même moment, avec 2 combustibles différents. Donc il faut adapter les moteurs pour qu'ils puissent éviter ces instabilités de combustion, en sachant que le combustible peut varier en fonction du cycle de vie du moteur. Enfin, la cinétique chimique de la combustion est un phénomène extrêmement complexe. Vous avez peut-être appris au collège ou au lycée que la combustion, c'est CH4 plus 2O2, qui donne CO2 plus 2H2O. Eh bien, vous pouvez oublier cette réaction, qui est fausse. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des centaines d'espèces chimiques qui vont intervenir au travers de milliers de réactions élémentaires. Et c'est cette complexité de la chimie qui va expliquer la production de polluants comme le monoxyde de carbone, les suie ou les oxydes d'azote. Alors,
un ingénieur qui conçoit une chambre de combustion, aujourd'hui, il utilise deux grandes approches. Il fait des essais expérimentaux. Vous avez l'image d'un banc expérimental à l'ONERA. Les essais sont nécessaires, mais les essais prennent du temps à mettre en place et sont coûteux. Donc, ils sont accompagnés de simulations numériques. Là, ici, vous avez un calcul d'une chambre de combustion d'un moteur d'hélicoptère qui permettent d'avoir des informations complémentaires aux études expérimentales. Alors, qu'est-ce que la simulation numérique ? Pour vous montrer un peu ce qu'est la simulation numérique, je vais vous prendre cette petite configuration. Imaginez, vous injectez de l'hydrogène et de l'air, vous allumez votre mélange dans une boîte, une chambre de combustion. Vous aimeriez savoir où se trouve la flamme, quelle sera sa température, est-ce qu'il y aura des polluants. Eh bien, d'un point de vue mathématique, on sait le décrire. On sait très bien le décrire par des équations qui s'appellent les équations de Navier-Stokes, qu'on connaît depuis longtemps. Seulement, de ces équations, on ne connaît pas la solution. On ne connaît pas la solution analytique. Okay, on ne connaît pas la solution mathématique. On attend toujours que les mathématiciens nous la donnent. Mais on n'a pas fait que attendre. En attendant, on continue à travailler. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? On va découper notre domaine de calcul en petits éléments, enfin notre géométrie. Imaginez votre chambre de combustion, on va la découper en petits éléments qu'on appelle des cellules. Et on va chercher des solutions approchées de nos équations dans ces cellules. Okay, donc si vous faites cet exercice sur une flamme d'hydrogène, vous obtenez cette belle vidéo okay, qui permet de visualiser les zones réactives d'une flamme d'hydrogène. Voilà, on voit que la flamme va être plissée par l'écoulement qui est turbulent. Le domaine de calcul ici a été divisé en à peu près 300 millions d'éléments. Okay, donc c'est beaucoup. Si on veut calculer ça avec des ordinateurs, ça nous prend du temps. Ça prend 200 000 heures de calcul. Okay, c'est-à-dire 22 ans. 22 ans, heureusement pour nos doctorants, on n'attend pas 22 ans pour avoir un résultat, sinon on n'aurait pas beaucoup de doctorants en laboratoire. On fait du calcul massivement parallèle, et sur du calcul massivement parallèle, ça prend 8 jours sur 1000 processeurs. C'est important d'avoir conscience du coût énergétique quand même de ces calculs. 8 jours de calcul sur 1000 processeurs, c'est équivalent à 1250 kWh, c'est-à-dire la consommation de 4 foyers, de 4 personnes, pendant une semaine. Alors, pour conclure, les chambres de combustion du futur seront décarbonées. Les enjeux sont de concevoir une chambre tout en assurant la stabilisation de la flamme, en prévenant les instabilités de combustion et en limitant la formation des polluants. Et je voudrais finir avec comme perspective une technologie un peu du futur sur laquelle on travaille au laboratoire, qui s'appelle la combustion assistée par plasma. L'idée originale de cette approche consiste à placer une électrode à la base d'une flamme et à générer une décharge électrique à très haute tension. Cette décharge électrique à très haute tension va mettre le fluide dans un état particulier qu'on appelle plasma, et ce plasma va interagir avec la flamme. Alors comment ? Je vais vous montrer une vidéo qui vous illustre cela. C'est une expérience également réalisée au laboratoire M2C. Vous avez une flamme qui, sans plasma, est très fragile. Vous voyez, elle est en train de s'éteindre, elle n'est vraiment pas en forme. Je vais lancer la vidéo et on va mettre des décharges électriques sur la flamme, on va voir ce qui se passe. Voilà, donc on voit que le plasma ravive fortement la flamme et augmente grandement l'efficacité de la combustion. Donc ça, c'est des choses qu'on a observées expérimentalement. On avait des idées des mécanismes physico-chimiques qui permettent d'expliquer ça, mais pour vraiment le comprendre, on a réalisé des simulations numériques détaillé de ce phénomène. Donc là, ici, vous voyez la même expérience, mais simulée, avec des moyens de calcul massivement parallèles. Et grâce à la simulation, on a pu avoir accès à des informations qu'on n'avait pas dans l'expérience, notamment le champ de température, que vous voyez à gauche, la zone de flamme où est dégagée la chaleur. Et ces expériences nous ont permis de comprendre que le plasma avait un effet en chauffant localement la flamme, donc il ravive la flamme en chauffant, mais aussi qu'il allait décomposer l'oxygène de l'air en atomes d'oxygène, qui allait ensuite réagir avec la cinétique chimique de la combustion et un peu booster cette cinétique chimique. Voilà une dernière vidéo que je vais vous montrer sur une application représentative d'un brûleur aéronautique. Cette flamme représente une flamme qu'on rencontre dans un avion. La flamme est en train de s'éteindre sans plasma et hop, avec le plasma, on arrive à raviver fortement la combustion. Voilà, je vais conclure par une petite diapo de remerciements. Je tiens à remercier l'ensemble des doctorants qui ont contribué à cette présentation, avec qui je travaille quotidiennement,
quotidiennement avec mes collègues, avec spécialement une petite pensée pour mon collègue Nasser Darabia, qui est mon directeur de thèse, qui m'a jamais lâché depuis le début. Voilà, et qui travaille toujours avec moi aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci. Et bravo pour cette keynote de haute tenue, Benoît Fiorina. On se retrouve dans quelques instants pour une rencontre avec Marie Perrin. On va révolutionner le recyclage des terres rares. À tout de suite.